Wow, oh, c'est ma scène, c'est ma scène. Aujourd'hui, vous allez apprendre comment extraire un poisson du sol et comment il est arrivé là en premier lieu. Quel film les humains de l'âge de pierre regardaient. Comment boire de l'eau avec une grenouille et comment le tigre peut revendiquer le trône du lion. Vous m'avez souvent posé des questions à ce sujet. C'est parti. Un voyageur explorait un jour l'Australie centrale pendant une sécheresse. Il était tourmenté par la soif, et la seule mare qu'il trouva s'avéra être complètement à sec. Il semblait voué à subir une mort douloureuse due à la déshydratation. Mais soudain, son assistant s'exclama « Oh les cœurs, il y a plein d'eau ici !» Il se mit à creuser. Il sortit du sol argileux une grosse grenouille gonflée d'eau. Elle contenait assez d'eau pour soulager la soif de notre voyageur. Puis ils trouvèrent d'autres grenouilles, si nombreuses que tout le monde eut de l'eau en abondance, même les chevaux. Cette histoire, tirée du livre Spinifex in Sand Pioneering and Exploration in Western Australia du chercheur David Carnegie, ressemble à un conte de fées. Mais les grenouilles qui stockent de l'eau existent bel et bien. L'une de ces espèces s'appelle Neobatrachus aquilonius et elle vit uniquement en Australie. Pendant la saison sèche, elle s'enfouit dans le sol où elle forme une sorte de cocon afin de conserver l'eau à l'intérieur. Quand on ne sait pas à quoi ressemble la cachette de cette grenouille, difficile de la trouver, mais les aborigènes d'Australie ont leur secret. Ils savent trouver des grenouilles sous terre et en extraire l'eau pour la boire. En fait, cette espèce n'est pas très grande, environ 6 cm de long, mais à cause de l'eau, elle gonfle et devient plus imposante. Certains disent même qu'elle ressemble à une boule. Mais quelle quantité d'eau elle peut contenir? Certains chercheurs évoquent la contenance d'une tasse. C'est à peu près ce que les autochtones parvenaient à en extraire. Enfin, différents scientifiques avancent des chiffres différents. L'un d'eux parle de 200 ml, d'autres de 10 à 25 ml. Donc, si notre chercheur dit qu'il y avait suffisamment d'eau pour les chevaux, il devait y avoir beaucoup de grenouilles. À propos, si vous imaginez que ces amphibiens plongent dans l'eau et boivent goulûment jusqu'à en éclater, ça se passe pas comme ça. Les grenouilles, qui passent beaucoup de temps dans l'eau, absorbent le liquide par la peau. Je me demande comment elles savent quand s'arrêter. Apparemment, la grenouille fouisseuse s'allonge dans une sorte de flaque d'eau et attend d'être vraiment bien humide, puis elle s'enfonce dans l'argile. Enfin, si tout se passe bien, ça donne ceci. La grenouille reste à environ 30 cm de profondeur jusqu'à ce que les pluies arrivent, ce qui ramollit son cocon. Puis elle en sort pour faire ce que les grenouilles font habituellement, chasser, se reproduire, ce genre de choses. Sauf si des indigènes assoiffés trouvent la grenouille avant. Ça semble bizarre, mais ils arrivent à repérer les grenouilles profondément enfouies simplement en suivant leurs traces ou en frappant la surface du sol avec un bâton. J'imagine que quand il y a une grenouille sous le sol, ça sonne creux. Un autre moyen est de bien taper du pied sur le sol et d'écouter. Parfois, la grenouille coasse faiblement en réponse. Ok, disons qu'un homme a déterré une grenouille, il a bu toute sa réserve d'eau, et après, comment survivre pendant une sécheresse si notre ressource la plus importante nous a été littéralement arrachée? Eh bien, en fait, les indigènes essaient de réenterrer soigneusement la grenouille comme s'ils prévoyaient à long terme, au cas où ils auraient besoin d'eau plus tard. Mais une grenouille sans eau pendant la saison sèche est vouée à la mort. Elle survivra sans doute plus longtemps sous terre qu'à la surface, mais le résultat sera le même. C'est un peu triste, bien sûr, mais c'est une question de survie. Pendant une sécheresse, les hommes et les animaux souffrent de la même manière. Mais contrairement aux grenouilles, les aborigènes australiens ont un autre moyen d'obtenir de l'eau. Le niaouli a toujours été un arbre très important pour la population indigène d'Australie. Cet arbre est utilisé pour fabriquer des médicaments contre un certain nombre de maladies. On emploie son écorce pour la construction et pour tresser des paniers, ses fleurs fournissent du nectar et du miel, son bois convient à la fabrication de clôtures. Et on peut trouver de l'eau dans cet arbre, beaucoup d'eau. Un petit renflement sur l'écorce est un signe certain qu'il y a de l'eau à l'intérieur, ce qui peut sauver la vie dans une situation critique. Il suffit de faire une incision et de recueillir l'eau dans un récipient. On peut boire cette eau en toute sécurité. L'arbre la filtre et élimine toutes les bactéries. Et il la rend aussi un peu sucrée, probablement pour qu'elle soit délicieuse. Imaginez être les premiers colons dans un territoire entièrement inexploré. Bien sûr, il faut un endroit où vivre et quelque chose à manger. Un jour, on est tranquillement en train de déterrer des légumes quand on remarque tout à coup un poisson. Il n'y a pas de rivière à proximité, et puis comment un poisson pourrait se retrouver sous terre? Mais il est vivant! Les premiers colons de Nouvelle-Zélande ne savaient pas qu'ils étaient tombés sur un kowaro, l'une des créatures les plus insolites de ces îles. Lorsque les marécages s'assèchent en été, les poissons s'enfouissent dans le sol et y demeurent, respirant de l'air, jusqu'à ce que les premières grosses pluies d'automne les fassent sortir. En gros, c'est comme avec les grenouilles dont on vient de parler. Peu d'espèces de poissons dans le monde peuvent survivre pendant de longues périodes hors de l'eau.
Le kowaro était autrefois le poisson le plus abondant en Nouvelle-Zélande. Les populations locales avaient ainsi toujours de quoi se nourrir. À certains endroits, le kowaro est même appelé le trésor des tribus locales, et c'est un titre bien mérité. Imaginez, ça semble être la méthode de pêche la plus facile du monde. Je veux dire, bien sûr, creuser le sol peut être difficile, mais au moins on n'a pas à attendre. On se contente de creuser le sol, pas besoin de surveiller le flotteur, de sortir rapidement les poissons de l'eau au bon moment, de manipuler les filets, il suffit de creuser un peu et le dîner est prêt. Et si on déterre aussi quelques pommes de terre, on a même la garniture. La première question qui m'est venue à l'esprit c'est quoi ce délire? C'est quand même pas des bœufs qu'on a gonflés? Bien sûr que non, c'est simplement leur peau. On les cousait ensemble et on les remplissait d'air pour fabriquer des sortes de gilets de sauvetage primitifs, mais en peau de bœuf ou d'autres bovins. Bien sûr, pour fabriquer une telle chose, il fallait une peau intacte. On l'enterrait d'abord afin d'en retirer les poils quelques jours plus tard, on la retournait, on cousait tous les trous en n'en laissant qu'un seul au niveau d'une patte. Finalement, on versait du goudron dessus et puis, on insérait un tube de roseau dans la pâte et on gonflait la peau. Ensuite, on l'utilisait pour traverser l'eau. Quand on ne s'en servait pas, la peau était dégonflée, puis trempée dans l'eau pour la rendre à nouveau souple. En fait, c'est une technique très ancienne. L'un des plus vieux exemples connus est visible dans un bas-relief de l'ancienne Mésopotamie datant d'environ 860 avant Jésus-Christ. Vous voyez, des soldats assyriens nagent quelque part à l'aide de peaux gonflées, très probablement des peaux de chèvre. La même technique était utilisée par les troupes de Genghis Khan et après ça par les Romains et les Arabes lorsqu'ils traversaient des fleuves. Mais c'était il y a bien longtemps, alors que cette photo a été prise en Inde au début du XXe siècle. Pourquoi les gens n'utilisaient pas plutôt des ponts ou des bateaux? J'ai demandé à Steve et il m'a regardé comme si j'étais un idiot. Il n'y avait pas de bateau ni de pont à cet endroit, cette technique était donc le seul moyen de traverser. Cependant, pour conserver son équilibre sur une telle embarcation, il fallait être très expérimenté et très agile. Oui, ces trucs pouvaient se retourner, mais les gens s'en sortaient très bien, au point qu'ils fabriquaient d'énormes radeaux avec les peaux pour transporter de grandes quantités de marchandises, comme de la laine par exemple. Et alors que je me disais que nos ancêtres n'auraient jamais pu inventer quelque chose de plus étrange que des radeaux de bœuf gonflables, j'ai trouvé ça. Des cinémas de l'âge de pierre. Enfin, peut-être plutôt de l'âge du fer. Il y a énormément de peintures rupestres ou pétroglyphes dans la vallée alpine du Val Camonica, et certaines ont été faites il y a 8000 ans, d'autres moins 3000, et ainsi de suite. Mais l'important n'est pas la date, mais le fait que ces dessins sur la pierre s'animaient. Je plaisante pas, la lumière des torches et les ombres vacillantes pouvaient créer l'illusion d'images en mouvement. C'était pas aussi bien que de la capture de mouvement bien sûr, mais pour l'époque, c'était probablement une percée technologique. N'oubliez pas que ces dessins sont en plein air et qu'ils disparaissent presque à la lumière du jour. Mais après le coucher du soleil, lorsque les gens allumaient le feu, les séances de cinéma du soir commençaient. Alors, que regardaient nos ancêtres? Est-ce qu'ils avaient des films de genre? Peut-être des blockbusters? Ils représentaient énormément de choses sur ces rochers. Certaines scènes montrent des duels, des scènes de chasse, des habitations et des gens qui dansent. Et ces anciens cinémas obéissaient aussi à des règles. Par exemple, les femmes apparaissaient rarement dans ces films. Mais aussi, préparez-vous, il semble que nos ancêtres mettaient en place des restrictions d'âge. En tout cas, dans les pétroglyphes du Val Camonica, on ne trouve pas d'animaux transpercés par des lances ou de gens poignardés. Si c'est pas l'ancêtre de notre système de limite d'âge, qu'est-ce que c'est? De quoi d'autre a besoin un bon cinéma? De son surround. Et apparemment, nos ancêtres pensaient la même chose. Les chercheurs ont remarqué depuis longtemps que les peintures rupestres étaient généralement situées dans des lieux bénéficiant d'un très bon écho, et on a même fait des tests dans les vallées alpines où se trouvent des pétroglyphes. Il est probable que les gens imitaient des sons afin d'animer ce qui se passait à l'écran. Enfin, sur le mur. Wow, oh! C'est ma scène! C'est ma scène! Et oui, c'est comme ça que nos ancêtres s'amusaient. Et enfin, une chose que vous me réclamez depuis si longtemps. Tigre contre lion. Deux redoutables prédateurs. Mais lequel d'entre eux l'emportera? Avant tout, examinons leurs dimensions. À cet égard, nos deux félins ne sont pas si différents, mais regardez leur poids. En moyenne, les tigres pèsent environ 360 kg, les lions seulement 250. Et c'est pas une question de graisse, les tigres ont simplement plus de muscles, et plus de muscles égale plus de force, ce qui semble condamner les lions à la défaite. Mais c'est que de la théorie. Et en pratique, dans la Rome antique, il n'était pas rare d'opposer des tigres à des lions. Et les gens pariaient le plus souvent sur les tigres. On n'a que peu de preuves, après tout c'était il y a très longtemps. Mais on a quand même trouvé d'anciennes représentations des vainqueurs et quelques données sur les paris. Vous pensez que l'époque du Colisée est un mauvais exemple? Pas de problème. À la fin des années 1800, Gaekwad de Baroda, un souverain indien, a organisé un combat entre un lion et un tigre.
Je sais pas pourquoi, peut-être qu'il s'ennuyait. La cote était de 37 000 contre 1, le tigre étant donné gagnant, mais le Maharaja paria quand même sur le lion, et il perdit 37 000 roupies. Vous en voulez encore? En 2011, un tigre qui s'était introduit dans l'enclos des lions du zoo d'Ankara a donné un puissant coup de patte à son adversaire. Un seul coup. On peut pas vous montrer les images à cause des conditions d'utilisation de YouTube, mais les griffes ont sectionné une veine du cou du lion et l'animal est mort. Pourtant, ces exemples ne valent pas grand-chose d'un point de vue scientifique. La puissance doit être mesurée dans la nature, pas quand il y a un tas de gens autour qui regardent, qui sentent fort et qui font du bruit. Mais le fait est qu'on n'a aucune idée de la façon dont ces deux prédateurs agiraient s'ils se rencontraient par hasard. Les tigres et les lions ne vivent tout simplement pas au même endroit. Cependant, à une époque, des scientifiques avaient envisagé de déplacer quelques lions vers les territoires où vivent les tigres, mais ils ont ensuite changé d'avis. Ils craignaient que ces quelques tigres décident de tuer leurs rivaux. Bien sûr, une troupe entière de lions peut faire face à un tigre solitaire, mais dans toute autre situation, je parierais sur le tigre. A plus!